Merci de votre fidélité, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Entretien. Émission Entretien qui a l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Guilain Charles Mboukou. Monsieur Guilain Charles Mboukou, il est enseignant, chercheur et expert en entrepreneuriat et gestion de projets et en insertion socio-professionnelle. Monsieur Guilain Charles Mboukou, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça fait un bon moment. La dernière fois, je vous avais réussi, c'était à la radio. Ah oui, on était là, on a été dans les obligations professionnelles. C'est ce qui a fait que nous ne puissions pas nous voir dans de l'entretemps. Ok. Voilà. Voilà. Et de quoi il va donc s'agir au cours de cette émission, mesdames et messieurs? Nous allons parler d'une thématique très importante, quid sur la réinsertion sociale des jeunes désœuvrés dans la province du Congo central. Nous avons vu avec vous ici les ministres de l'Intérieur, oui, et aussi le ministre de la Justice. Donc c'était à l'issue de l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Il y a le ministre de la Justice qui est passé pour un procès. On a vu combien on a condamné les Koulouna et qui ont été aussi transférés à Angenga. Et ensemble avec lui, nous allons du moins réfléchir quelles sont les pistes de solutions qui peut donner pour que la province puisse penser aussi à ces jeunes-là, ces jeunes gens, et comment les réinsérer dans la société. Je pense que nous allons passer une très bonne émission avec mon invité de cette journée. Alors, M. Charles Mboukou, parlez-nous un peu à liminaire sur la réinsertion sociale. Ça veut dire quoi? Déjà, il faudrait porter un éclairage sur l'insertion sociale. Il n'y a pas que l'insertion sociale, il y a également l'insertion professionnelle. Okay. Du coup, raison pour laquelle les gens parlent beaucoup plus de l'insertion socio-professionnelle. En fait, il y a une partie d'intégration qu'on doit assumer pour le social, du point de vue social. Il y a une autre dimension, disons, qu'on doit insérer pour la professionnalisation. Au fait, dans tous les cas de figure, l'insertion sociale ou professionnelle, c'est un parcours. C'est un parcours qui doit être assumé depuis une certaine étape jusqu'à ce que l'individu soit inséré ou intégré dans la société. Okay. Et l'intégration d'un individu dans la société nécessite des normes. Okay. Et ces normes-là, il faudrait les respecter. Quelqu'un qui est inséré dans la société, c'est quelqu'un qui a, au préalable, je vais dire, a subi un parcours, la somme pratiquement de toutes les activités qu'il aurait réussi durant son cursus, l'a permis, cette somme d'activités-là, l'a permis d'être inséré, de ces normes-là, de ces pratiques. En fait, l'insertion socio-professionnelle, ce sont des normes, mais aussi des pratiques pour s'insérer dans la société, pour s'insérer professionnellement. Donc, ça nécessite une grande politique. Okay. Une politique d'insertion socio-professionnelle. Okay. Et ça ne se fait pas, ça ne s'improvise pas. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une construction qui doit s'inscrire dans la durée. Okay. Et cette construction-là nécessite qu'on puisse mettre un dispositif ou sinon des dispositifs que l'individu doit suivre. Ici, l'insertion, il y a plusieurs cibles d'insertion socio-professionnelle. On peut parler d'insertion professionnelle de jeunes, on peut parler d'insertion socio-professionnelle des anciens détenus des prisons, comme le cas du Koulouna. On peut parler de l'insertion socio-professionnelle de vieux, on peut parler de l'insertion socio-professionnelle des diplômés. Donc voilà un peu, il y a toute une panoplie de... Évidemment. En fait, chacun de nous devrait normalement bénéficier. Tout individu dans la société devait bénéficier de ces dispositifs-là d'insertion socio-professionnelle. Okay. Que ce soit sur le plan, je vais dire professionnel, sur le plan de l'enseignement. Quelqu'un qui aurait terminé son cursus académique ou sinon son cursus scolaire, il doit être pris en charge pour être inséré dans la société. Pourquoi? L'individu qui ne serait pas pris en charge par la société serait un danger pour cette dernière-là.
Raison pour laquelle vous verrez beaucoup de jeunes qui n'ont pas été encadrés, des jeunes qui n'ont pas été orientés socialement et professionnellement, tombent justement dans la délinquance. En fait, il y a aussi, quand vous verrez par exemple les cas des Koulouna, il y a certains Koulouna qui ont été étudiés, mais on se pose la question, comment quelqu'un qui aurait subi un parcours scolaire, voire un parcours académique, mais in fine, qu'il puisse tomber justement dans la délinquance et tout ça. Justement parce que l'État, le gouvernement n'a pas mis un système, un dispositif qui puisse permettre à cet individu-là d'être inséré socialement et professionnellement dans la société. Donc, j'ai parlé en liminaire des deux volets, le volet social et le volet professionnel. Le volet social, là où vous allez apprendre des normes et des pratiques pour vivre dans la société, cela veut dire qu'il faut ne pas voler, il faut être courtois, respectueux des gens. Et tout ça, ce sont des normes sociales. Mais ça ne suffit pas. Quelqu'un pourrait être courtois, quelqu'un pourrait être, disons, intérioriser les normes sociales et des pratiques sociales, mais à contrario, s'il n'a pas été, je vais dire, intégré professionnellement, il sera un chômeur. Et vous savez que le chômage également, c'est quelque chose qui dégrade l'homme ou la femme, évidemment. Et donc, le travail devient également un élément d'insertion socio-professionnelle. Et comme dans le deuxième volet, donc de l'insertion professionnelle, là, il faudrait que l'individu puisse apprendre des pratiques qui puissent lui permettre de s'insérer professionnellement. Or, pour s'insérer professionnellement, nous savons que dans les systèmes sociaux actuels que nous avons, évidemment, jusqu'à preuve du contraire, c'est les systèmes éducatifs. Donc, il faudrait que les systèmes éducatifs puissent permettre justement aux individus, aux gens, de s'insérer non seulement socialement, mais aussi professionnellement. Donc, l'État devrait mettre en place ce qu'on appelle des filets protecteurs pour les individus, afin que ces dernières ne puissent pas tomber dans la délinquance, ne puissent pas tomber dans le banditisme, ne puissent pas tomber dans les vols, comme ça ils soient des bons citoyens. Donc voilà un peu en liminaire ce que je puis dire à l'instant. Merci. Et donc, à ce stade, les gouvernements congolais étaient quand même prudents, juste en créant, c'est pas Félix Tshisekedi qui a créé le centre, qu'est-ce qu'on appelle ça, les services nationaux, mais par rapport à vos explications, je pense que le gouvernement congolais a bien réfléchi pour avoir rénové ces services nationaux qui a formé plusieurs délinquants, qui aujourd'hui qu'on appelle des bâtisseurs. Voilà, je salue déjà l'initiative, les services nationaux pour votre gouverne. En fait, c'était une initiative de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oui. Ayant remarqué également la délinquance juvénile à Kinshasa, notamment dans les grandes agglomérations de notre pays, il s'est dit maintenant, on a besoin quand même de bâtir ces pays et il y a l'oisiveté dans les chefs de jeunes. Ils ne font rien pratiquement. Le mieux serait d'occuper ces jeunes-là qui n'ont pas de métier, peut-être qui n'ont pas étudié aussi, au lieu de les laisser comme ça. C'était une bonne idée, je dis, de les prendre et de les mettre dans ces centres-là, par exemple, qui à Kanyamakasese ou ailleurs, comme ça qu'ils puissent apprendre le métier. Et également, tout ça, ce n'est pas encore l'insertion. Donc c'est un processus, j'ai dit bien, l'insertion c'est un parcours. Donc c'est-à-dire on récupère quelqu'un dans la loisiveté, l'individu, on va l'insérer, disons le mettre dans un dispositif donné, et à l'occurrence c'est ce que vous venez de faire, à laquelle vous venez de faire allusion, c'est-à-dire les dispositifs des services nationaux, et comme ça ils seront là, ils vont apprendre le métier, qui en menuiserie, qui en mécanique, qui en agronomie, qui en coupé-couture, qui ainsi de suite en fait. Tout cela, et ils vont subir une formation, et dans cette formation-là, ils seront transformés, et comme ça, ils seront de bons citoyens. Et ça ne suffit pas de former. Ce n'est qu'un maillon de la chaîne. En fait, l'insertion, c'est une chaîne, dans laquelle chaîne se trouvent plusieurs maillons, notamment la formation. Il ne suffit pas de former et puis de laisser les gens. Quand vous formez les gens et que vous les laissez, en fait, vous n'avez pas accompli
toute l'insertion socio-professionnelle de jeunes. Parce que quand vous terminez, aussi faudra-t-il que les jeunes là que vous avez formés puissent être insérés dans la société, c'est-à-dire professionnellement, et puissent apprendre le métier, exercer même ces métiers-là. Raison pour laquelle vous verrez, il y a eu beaucoup de programmes à l'époque, notamment après la guerre aussi. Nous avons connu plusieurs guerres dans notre pays. Il y avait beaucoup de programmes de mobilisation et réinsertion des anciens soldats et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Tellement les dispositifs n'étaient pas bien suivis jusqu'à la fin, on s'arrêtait tout simplement au niveau des maillons, peut-être former les anciens soldats, les anciens délinquants et tout ça, on les laisse. On va leur donner des kits d'insertion, on appelle ça des kits d'insertion. On va leur donner des kits d'insertion, qui va prendre une machine à coudre, qui va prendre la machine, je vais pas dire peut-être un étau pour faire le ferraillage et tout ça, on les laisse. Or, ça ne suffit pas. Quand vous laissez comme ça, quelqu'un qui a été déjà longtemps dans la délinquance, ces mentales-là, quand vous les laissez, vous risquez qu'il puisse retomber et il sera encore pire. Donc, il faudrait encadrer également jusqu'à la professionnalisation, qu'il puisse avoir un métier. Et vous savez, quand quelqu'un a un métier, le travail, c'est un marqueur social. Le travail, c'est un des leviers de l'insertion socio-professionnelle. Quand quelqu'un a un travail, a un métier qu'il exerce également de manière épanouie, ça va lui permettre justement de s'insérer socio-professionnellement. Donc cela veut dire qu'il sera indépendant, il va développer l'autonomie financière notamment, il peut gagner dignement sa vie et ne plus retourner dans la délinquance, dans le vol, dans le banditisme. Donc c'est ce qu'on n'a pas vraiment fait dans les programmes précédents. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. Donc il ne suffit pas tout simplement de prendre des jeunes et de les former au bout de quelques temps parce qu'ils ont maîtrisé les métiers et de les laisser partir comme ça. En ce moment-là, vous aurez fait un travail en partie. Il faudrait les accompagner également jusqu'à leur insertion professionnelle, qu'ils puissent trouver un emploi, comme je disais. Et l'emploi là serait, comme j'ai dit tantôt, un filet protecteur. Quelqu'un qui a un emploi, il ne voudrait pas perdre ces derniers comme ça à cause d'un petit vol, à cause d'un petit acte, je vais dire, délictueux et tout ça. Il s'est dit, non, je suis un citoyen, il faudrait que je me respecte, les gens me connaissent dans la société, que je suis tel monsieur qui fait telle réparation, je suis mécanicien, je suis menuisier, je suis ferronnier, et tout ça, ça lui donne quand même de la valeur. Donc il ne va pas s'hasarder de ne faire n'importe quoi. Voilà un peu tout ce qui manquait un peu qu'on doit aussi tenir compte pour que nous puissions avoir une insertion réussie de jeunes. Mais parce que nous parlons du service national, ils ont été aussi insérés professionnellement parce qu'ils ont reçu des matricules. Aujourd'hui, ils sont fabricateurs de bancs. Toutes les universités, bon, pas toutes les universités, plusieurs universités, instituts et supérieurs ont reçu des bancs fabriqués par ces jeunes, hier appelés jeunes des Évrais, Koulouna, et aujourd'hui, il y a même plusieurs qui ont témoigné, Lobi Nazalaki, Koulouna, Melelo, l'État congolais a Zoko Futangaï. Donc, dans ce sens-là, l'État congolais a quand même réussi. Oui, évidemment. Mais maintenant, il faudrait que ça s'inscrive dans la durée. Ok. Le problème dans notre pays, c'est que le gouvernement est en train de fournir des efforts dans ce sens. Mais peut-être un autre gouvernement qui viendrait, au lieu de continuer ce qui a été bon pour le pays, on va les laisser en désuétude, à l'abandon, au rebut d'ailleurs, et ces gens-là risquent de retomber. Pour qu'un service puisse fonctionner, en fait, il y a également des moyens qu'il faudrait lui accorder, lui attribuer. Et le gouvernement actuel ne ménage pas d'efforts quant à ça, et met des moyens pour ces jeunes-là, pour ces services-là. Mais il faudrait que ça soit au-delà du gouvernement. Il faudrait que ça soit systémique. Quand je dis systémique, au-delà des couleurs politiques, au-delà des régimes politiques, au-delà des accointances politiques, mais c'est une transcendance qui puisse nous ramener tous des communs accords, qu'on puisse dire non.
Ça, il faudrait, c'est pour le bien de la nation, et que les gens qui n'ont pas de métiers puissent apprendre les métiers par l'entremise des services nationaux à l'occurrence, mais il n'y a pas que les services nationaux, hein, pour insérer les jeunes socioprofessionnellement. Il y a beaucoup de services d'ailleurs. Donc, je vais terminer. Donc, il faudrait qu'on continue à mettre des moyens, non seulement au service national. Il y a plusieurs ministères qui organisent, plutôt cette insertion socio-professionnelle. Mais à l'occurrence, par exemple, le ministère de la Jeunesse. Remarquez, tous ces Koulouna que nous voyons, pratiquement, ce sont de jeunes gens, de jeunes gens qui ont moins de 18 ans. Peut-être à la limite 25, 30 ans, mais ils ne sont pas assez nombreux. C'est là qui constitue le gros lot. C'est pratiquement des jeunes, vous verrez même des 12, 15, 20 ans, disons 18 ans. Et c'est pas bon de voir comme ça sa jeunesse dépravée comme ça, et qu'on puisse les laisser. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait un encadrement. Le service national, certes, abat un travail de titan remarquable que je suis en train de louer, mais comprenez que ce service-là ne peut pas absorber toute la jeunesse congolaise qui est désœuvrée. Vous verrez à Matadi, il y a beaucoup de jeunes désœuvrés, à Boma, à Kinshasa, pratiquement dans toutes les provinces. Donc, il y a des mécanismes. Il y a pas que, c'est pas quelque chose qu'on va inventer la roue. Il y a déjà des mécanismes qui ont été prévus pour l'insertion professionnelle. Pour votre gouverne, au ministère de la Jeunesse, il y a toute une direction de réinsertion socio-professionnelle de jeunes. Okay. Et les centres, il y a des centres de formation professionnelle, aujourd'hui transmués en centres de réinsertion socio-professionnelle de jeunes. Et ces centres-là ont mission de récupérer des jeunes en désœuvrés, les jeunes qui sont en décrochage scolaire, des jeunes peut-être qui n'ont rien à faire, qui sont dans la loisiveté, de les encadrer. Et non seulement de les encadrer. Gratuitement? Mais non, pas gratuitement. Il faut payer quand même des frais de formation, évidemment. Il faut payer des frais de formation. À l'occurrence, par exemple, ici à Matadi, il y a le centre de réinsertion socio-professionnelle de Mvouzi, communément appelé centre de jeunes, anciennement appelé centre Amata. Donc, dans ces centres-là, il y a plusieurs filières de métiers où les jeunes peuvent trouver peut-être quelque chose à faire. Donc, il y a des mécanismes, notamment ces centres-là. Il y a des mécanismes. Et pour ce que vous avez parlé du centre des jeunes, il y a une question qui m'est venue en tête. Les centres des jeunes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, il y a... En fait, les centres des jeunes est devenu... en fait, une salle polyvalente qu'on fait passer des actions. Bon, explique-nous un peu, c'est quoi du moins ces centres des jeunes? Ça a été construit pourquoi? Quels sont les objectifs que ces centres des jeunes est en train de poursuivre? Bon, je comprends bien. Bon, en fait, il y a un imbroglio dans ce que les gens parlent des centres de jeunes et tout ça. Bon, vous faites allusion par exemple au centre de jeunes de Mikondo. C'est vrai, il y a un centre de jeunes là des jeunes à Mikondo. Il n'y a pas que ces centres-là. Il y a aussi un autre centre auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est le centre de réinsertion socio-professionnelle. Donc, ce sont il y a deux centres là-bas. Le premier centre, pour rencontrer votre préoccupation, c'est le centre de jeunes. Ces centres de jeunes-là, c'est dans la politique générale, notamment. Ça a été financé à l'époque avec l'organe des Nations Unies pour la population, INFPA, qui avait un programme là, avec d'autres partenaires, bien entendu, qui avait financé ces centres et qui voulait donner aux jeunes un espace d'expression. Un espace d'expression, cela veut dire les jeunes puissent trouver un endroit récréatif où ils peuvent organiser certaines manifestations, tout ça, c'est pas mauvais. Donc cela veut dire les jeunes, en fait, c'est un lieu de retrouvailles pour des jeunes. Okay. Les centres des jeunes, je dis bien des centres des jeunes. Centres des jeunes. Voilà. C'est un lieu de retrouvailles pour des jeunes où ils peuvent faire de la danse, du sport et tout ça. Donc un espace où les jeunes peuvent
se rencontrer, mais en même temps, ils sont encadrés, informés. Pourquoi? Dans ce centre-là, il a été également organisé, ou je vais dire pas été, mais je ne sais pas si ça continue. Je n'ai pas vraiment des informations, je crois que ça continue. En fait, il y a des espaces également pour les informations sur l'éducation à la vie. Okay. Il y a un espace cybercafé pour de jeunes. Il y a également un petit centre médical dedans. Il y a cette salle-là où les jeunes peuvent s'épanouir, par exemple la danse, la culture, le théâtre. Ça, c'est le centre de jeunes. Donc, qui n'a rien à voir avec le centre des réinsertions socio-professionnelles. Okay. Et il y a, donc je rends la deuxième partie de votre question. Donc il y a un centre de réinsertion socio-professionnelle de jeunes à Mikondo. Ce centre-là a vocation de récupérer des jeunes désœuvrés. Donc il y a des directions différentes. Oui, il y a des directions différentes, bien entendu. Okay. Donc, dans le deuxième centre, voilà, le centre de réinsertion socio-professionnelle, c'est là où, d'ailleurs, c'est ce centre-là qui date de très longtemps. Je crois des années 1954. Ces centres-là étaient construits. Donc, le centre de jeunes est arrivé bien après. Le centre qui avait précédé, c'est le centre de réinsertion socio-professionnelle. Okay. Dans le programme d'installer dans chaque ville de la République des centres de jeunes, il faudrait trouver un endroit où il faudrait les mettre. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, selon eux, ils disent que ils ont un centre à Papa Mata. Ah non, du tout. Sauf que je salue la mémoire de ces vieux, qui fit également fonctionnaire de l'État dans ce centre d'information professionnelle. À l'époque, on appelait ça centre de formation professionnelle. En fait, le papa, lui, il était préfet là-bas, donc directeur pendant longtemps. Ouais. Vous comprenez un peu, ça créait pratiquement une ambiguïté entre la personne du préfet et la personne ou la personnalité du centre. Au lieu de dire centre de formation professionnelle de Mvouzi, les gens avaient tendance de dire centre à Mata, parce que c'est Mata, le papa Mata, qui était le préfet là-bas ou le directeur du centre. Okay. Et voilà, tout simplement, ça n'a rien à voir avec un centre privé. C'est un centre de l'État public qui organise des filières de formation en coupe-couture, en secrétariat, en mécanique générale, en froid et climatisation, en mécanique automobile, etc. Voilà un peu tout ce qui est organisé là-bas. Bien. Alors, vous, en tant qu'expert, est-ce que ça suffit pour la province du Congo central? Ou sinon, est-ce que vous pouvez nous déballer, vous pouvez nous parler de centres qui s'occupent des jeunes dans la province du Congo central? Parce que ici, nous parlons quid sur la réinsertion de jeunes désœuvrés dans la province du Congo central. Est-ce les centres Mata ou sinon ces centres sociaux, c'est quoi? Ça complique un peu. Centre de réinsertion socio-professionnelle. Est-ce que ça suffit pour la province du Congo central? Est-ce qu'on a autant de centres dans la province du Congo central qui pouvaient peut-être prendre en charge les jeunes, bien qu'ils ne soient pas désœuvrés, que les jeunes désœuvrés même? Est-ce que... Je vais parler sous réserve. Je n'ai pas réussi mandat de parler des centres de réinsertion socio-professionnelle, mais je connais bien les systèmes. Je connais parce que pour avoir dirigé un programme de coopération au développement en tant que chef de programme de la Wallonie-Bruxelles APF, nous avons eu à l'époque également d'appuyer ces centres de formation professionnelle. En fait, ici au Congo central, il y a plusieurs centres de formation professionnelle. Il y en a plusieurs. En Banzangungu, il y a les centres de formation professionnelle parce que ces centres-là, vu la réforme qui a été instituée, on les appelle plus des centres de formation professionnelle. Maintenant, c'est les centres de réinsertion socio-professionnelle. Donc, il y a, autant qu'il y a ici à Matadi, il y a également en Banzangungu, il y a également à Inkisi, qui sont tout. Il y a également à Boma Yana, les centres de Kabondo. Il y a également des centres, je crois, à Tchela aussi. Il y a plusieurs centres de réinsertion socio-professionnelle qui ont reçu mandat du gouvernement congolais, qui ont reçu mandat de l'État congolais pour aller au-delà même du gouvernement, de l'État congolais, de récupérer
d'encadrer, de réinsérer des jeunes désœuvrés, des jeunes en décrochage scolaire. Regardez, ces jeunes dits Koulouna, ce sont des jeunes qui ne font pratiquement rien. Et tant on dit qu'ils ne font rien, l'oisiveté est pratiquement la mère de tous les vices. Quand vous ne faites rien, vous êtes exposé à la délinquance, au banditisme. Donc ces jeunes-là, qui ont peut-être décroché les études, ou des jeunes désœuvrés qui ne font rien, on les récupère. L'État a donné justement à ces centres-là, au ministère de la Jeunesse bien entendu, via ces centres-là, de récupérer ces jeunes et de les former, de leur apprendre les métiers professionnels. Vous savez, actuellement, tous les pays du monde sont rattrapés par la formation professionnelle. Vous ne pouvez pas bâtir un pays sans la formation professionnelle. Tous ces immeubles que nous voyons en Europe, en l'Occident, c'est bâti par des professionnels, par des gens du métier. Les artistes. Les artistes, les maçons, les constructeurs, les ferronniers, comme je disais tantôt. C'est bâti, comme ça on bâtit. En fait, il y a eu une mythe des diplômes chez nous. C'est vrai, c'est également un héritage colonial où on a beaucoup plus valorisé les enseignements classiques au détriment des enseignements professionnels. Et quand quelqu'un ne sait pas trop parler français ou n'a pas de bons résultats à l'école, on dit mécanique là. Okay. C'est comme si c'était un métier dégradant. Oh, c'est pas le cas. On peut bien bâtir sa vie et être honoré dans la société avec les métiers. Donc il faudrait revaloriser les métiers. Et les métiers également, c'est une des voies. L'apprentissage, je vais dire, des métiers, c'est une des voies également pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Okay. Donc, j'ai dit, les travails, les métiers, c'est l'une des marqueurs, disons, c'est l'un des marqueurs, je voulais dire, l'un des leviers pour l'insertion socio-professionnelle. C'est un vrai marqueur, c'est un vrai levier pour insérer socio-professionnellement le jeune. Et ça nécessite, comme je disais, c'est comme une chaîne. Il ne suffit pas seulement de former. Mais il faudrait aussi s'assurer, après la formation, il y aura quoi? Mais maintenant, les problèmes qui se trouvent dans notre pays, c'est quoi? Quand vous regardez le système éducatif congolais, quand vous regardez les filières organisées dans les écoles, parce que dans les écoles, même celles qui organisent l'enseignement classique, quand je dis l'enseignement classique, l'enseignement formel, c'est-à-dire ceux-là qui font les cycles longs, vous verrez, il y a les filières qui sont organisées là-bas, l'électricité, c'est vrai, je vais parler de manière, disons, de filières techniques. L'électricité, il y a la mécanique auto, la mécanique générale, les machines-outils, et tout ça. Mais, passez un peu les relais. Allez voir dans les entreprises, quels sont les besoins des entreprises. Vous verrez, les besoins des entreprises sont en inadéquation avec quoi? Les filières organisées par le centre ou sinon des écoles professionnelles ou des écoles techniques. Donc il faudrait revoir ça. Donc les curseurs entre les centres de formation, les écoles techniques, professionnelles et les centres et le monde du travail, il y a un hiatus qui ne permet pas aux jeunes de s'insérer. Et non seulement dans les domaines professionnels, c'est vrai que dans les domaines professionnels, ça se pose quand même avec beaucoup plus d'acuité, mais ça pourrait, cette réalité-là, on pourrait le voir également dans d'autres filières. Vous avez appris la comptabilité, vous avez appris, je sais pas, n'importe quelle science, mais quand vous entrez dans le monde professionnel, on vous dit, vous n'êtes pas si prêt. Il faudrait qu'on vous apprenne encore les réalités, le rouage du milieu professionnel. On vous dit, votre diplôme là, ici, vous n'allez pas directement s'en servir parce que voilà ce qui se passe. Donc ça nécessiterait encore, vous puissiez suivre une autre formation dans le milieu professionnel pour être inséré professionnellement. Or, nous savons pertinemment que l'entrepreneur, le propriétaire des entreprises, les managers, et pour eux, le temps, c'est de l'argent. Quand
ils veulent engager quelqu'un, ils ont besoin, excusez-moi les termes, c'est pas, je suis pas en train de réifier l'homme, hein, de chosifier l'homme, mais plutôt ils ont besoin de quelqu'un qui soit prêt à porter, entre guillemets. Prêt à porter. C'est-à-dire, il a été formé, une fois que moi je l'engage, qu'il puisse être déjà utile dans ce système. Mais tel n'est pas souvent les cas, ou toujours les cas dans notre pays. Donc, il y a cette inadéquation à laquelle je faisais allusion. Donc, il faudrait maintenant que les systèmes soient tels que les mondes d'entreprise puissent se rapprocher des mondes de la formation. Et que le monde de la formation se rapproche également de le monde d'entreprise. Comme ça, on va diminuer justement cette hiatus-là, cette inadéquation, pour qu'il y ait maintenant créé l'adéquation, parce que le contraire de l'inadéquation, c'est l'adéquation. Créer cette adéquation, c'est entre la formation et l'emploi. Et ça va permettre quand même que les gens soient insérés socio-professionnellement. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de leviers. Il ne suffit pas seulement de regarder les centres de formation, les écoles. Il suffit pas seulement de regarder les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, certes, mais la plus grande responsabilité revient à l'État congolais. C'est l'État congolais qui organise les systèmes éducatifs. C'est l'État congolais qui organise les filières. En fait, c'est le pouvoir organisateur du système éducatif congolais. Donc, c'est lui qui devrait mettre en place des mécanismes, des dispositifs qui puissent constituer, comme je disais en liminaire, comme étant des filets protecteurs, qui puissent prendre des jeunes désœuvrés, des jeunes en décrochage, et puis les insérer. Et non seulement, notre système éducatif devait être tel que ça puisse permettre, quand quelqu'un a étudié réellement, qu'il puisse trouver de l'emploi. Mais maintenant, le problème aussi, quand vous regardez le nombre de diplômés qu'on lance sur le marché d'emploi, et de l'autre côté, vous regardez le nombre d'emplois qui sont créés. Parce que le nombre d'emplois créés est fonction également du nombre des entreprises qu'on crée. Il y a combien de nouvelles entreprises ici à Matadi? Il n'y en a pas assez. Donc tous ces gens qu'on forme, ils devaient être casés quelque part. Est-ce que je me fais comprendre? Ces gaps-là entre le nombre de diplômés, le nombre de formés, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être désœuvré pour tomber dans la délinquance. Je disais, il y a des gens qui ont vraiment étudié, qui ont fait de bonnes études, mais sauf que, comme ils ne trouvent pas de possibilités d'emploi, ils versent dans la délinquance. Donc, il ne suffit pas seulement de former. Il n'y a pas que des lettrés parmi ces Koulouna, il n'y a pas que des lettrés, il y a aussi des gens lettrés qui sont là. Mais curieusement, heureusement ou malheureusement, je l'ai dit, versent dans la délinquance. Donc, il faudrait résoudre cette équation-là. Il faudrait résoudre cette équation, qu'on puisse stimuler un peu la création, stimuler la création des entreprises, parce que, in fine, c'est les entreprises qui absorbent les produits finis de qui? Les produits finis des écoles. Quand je dis produits finis, c'est-à-dire ces jeunes-là qui ont été formés, les diplômés-là qui ont été formés, ce sont des produits finis des écoles, de la formation, de l'enseignement. Ce sont des produits finis. Et ces produits finis-là sont consommés auprès de qui? Auprès des entreprises. Donc, il faut stimuler aussi la création d'entreprises. D'où je salue, je profite d'ailleurs, c'est une digression, vous allez me permettre. Je salue d'ailleurs les nouveaux programmes également lancés par le président de la République en ce qui concerne le programme Transform, qui également booste un peu l'entrepreneuriat congolais pour que ces derniers puissent résorber, tant soit peu, je dis bien, tant soit peu, la main-d'œuvre pratiquement inactive dans la société. Ça aussi, c'est une bonne chose. Bien. Vous avez parlé de l'inadéquation entre la formation et la demande des entreprises. Aussi, vous avez parlé du changement du système éducatif. Mais à ce stade, une solution palliative, parce qu'on me fait signe que nous chitons déjà. Ah bon? Ouais. Déjà? On me fait signe qu'on doit déjà chiter. Il nous reste que 10 minutes. Alors, une solution palliative. Parlons de la province du Congo central. Qu'est-ce que le gouvernement provincial peut faire pour essayer un peu, tant soit peu,
d'éviter qu'il y ait un pléthore de désœuvrés dans la province du Congo central? Ou sinon, ceux qui le sont déjà, qu'est-ce qui peut être fait pour essayer un peu de diminuer, comme je venais de le dire tantôt? Très bien. La politique est là pour résoudre des problèmes. On fait de la politique pour résoudre des problèmes. Et l'un des problèmes majeurs que vous venez d'évoquer, c'est celui de récupérer ces jeunes désœuvrés pour les serrer et de diminuer également le taux de jeunes désœuvrés dans la ville ou dans la province. Et comment il faudrait y parvenir? Justement, étant entendu le faible moyen pourrait avoir la province, je vais dire, des ressources et tout ça, il faudrait que ces derniers, donc je vais dire le gouvernement provincial, puissent se greffer aux services, aux organes qui existent déjà. Il y en a beaucoup. Je vous ai dit, il y a des centres de formation professionnelle. En fait, ce n'est pas que je suis en train de faire l'apologie ou sinon la louange des Belges. Mais les Belges savaient, je vais dire les colons belges, je ne suis pas nostalgique, encore moins passéiste de la colonisation, mais ils avaient pensé, dans leur politique, il y avait une certaine cohérence. Donc, ils ont créé non seulement des centres de formation professionnelle que nous appelons aujourd'hui des centres de réinsertion socio-professionnelle, mais également dans certains villages, dans certains territoires. Et ici, au Congo central, il y a également des centres de production agricole qui relèvent toujours du ministère de la Jeunesse. Ces centres-là ont mission de récupérer des jeunes, de leur apprendre le métier. Non seulement des métiers mécaniques, comme je venais de dire, mais également dans l'agronomie et tout ça. Et vous savez, si on appuyait ces centres-là, qu'il y ait une politique cohérente, je dis bien, depuis la formation au niveau des centres, au regard des filières organisées dans ces centres, même que ce soit dans les centres de réinsertion socio-professionnelle ou sinon dans les centres de production agricole, s'il y a une politique qui suit, en même temps, il y aura une cohérence. Ces gens-là qui travaillent dans l'agriculture, là, on puisse donner à qui, leur donner des tracteurs, parce qu'ils ont des espaces. Je vous ai dit, je puis vous dire, il y a des hectares et des hectares. Il y en a. On peut leur donner des tracteurs. Ils vont faire ces travaux-là. Ces jeunes qui sont formés en mécanique générale, en machine-outil, en mécanique automobile, qui font la menuiserie. Ils peuvent aussi travailler comme étant des mécaniciens dans ces centres de production agricole. Pourquoi? Parce qu'il y aura des engins là-bas. On peut former aussi des agronomes, des jeunes agronomes là-bas, qui vont faire les champs. En fait, il y a une cohérence. Le développement, ce n'est pas des actions isolées par-ci, par-là, non. Pour penser développement, il faudrait penser cohérence. Il faudrait qu'il y ait une rectitude dans la pensée pour engendrer un développement. Donc, ce n'est pas des actions isolées qu'il faudrait boucher des nids de poules ici, qu'il faudrait des actions... Non! Le développement est pensé de manière cohérente et intégrée. Vous commencez là, vous savez que vous allez récupérer quelques jeunes qui seront formés dans le métier. En même temps, vous préparez des centres de production agricole. En même temps, on apprend à certains jeunes qui, dans l'agronomie, qui, comme je disais, dans le métier et tout simplement du champ, l'agriculture. L'élevage. L'élevage, merci. L'élevage aussi. Et tout ça, c'est un circuit. C'est comme je disais, c'est une chaîne. À défaut de ne pas créer d'entreprise, à défaut de ne pas créer des entreprises, comme je disais, en fait, on peut récupérer ces jeunes-là, travailler dans les champs de la province. Pas comme étant service national, mais comme un métier. Mais qu'est-ce qu'il faut de faire? On va organiser également une chaîne logistique. On achète des véhicules qui vont commencer à récupérer la production de ces gens des productions agricoles, évidemment leurs produits, et pour les évacuer vers des centres-villes. On aura gagné et pour l'encadrement des jeunes, on aura gagné et pour la production des aliments, des denrées de première nécessité, des produits agricoles. On aura gagné pour la suffisance et également l'indépendance alimentaire. On aura gagné pour l'hygiène alimentaire aussi. Et pour vendre également, on va créer de la valeur. Donc, il faudrait, je crois, dans un premier temps,
organiser l'offre de formation, mais organiser aussi la demande au niveau du monde du travail. Et c'est comme cela, une fois qu'il y a cohérence entre l'offre de formation et les besoins réels du monde du travail, ça va créer cette adéquation-là et qui puisse permettre de booster le pays. En fait, il n'y a pas de la magie. Je ne dis pas que c'est le seul secteur, il y a plusieurs secteurs, comme nous parlons de l'insertion. C'est comme ça que je vois ça. Oui. Il faudrait repenser ça de cette façon-là. Donc... Ok, merci. Alors, par rapport à vos explications, je trouve que c'est un sujet transversal. Donc, bien il y a entendu, le ministère de l'Agriculture qui est concerné. Bien entendu. Et la formation professionnelle, oui. la jeunesse, et tout ça. Oui, évidemment. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence. Quand vous menez des actions, par exemple, dans le chef du ministère de l'Agriculture, vous devez penser également derrière ça, il y a des embrachements, il y a des retombées. Oui. Il faudrait penser tout ça. Le développement, c'est une cohérence. Il ne faudrait pas croire que vous avez seulement donné un tracteur là-bas et puis ça suffit. Non, ça ne passe pas comme ça. Vous avez donné un tracteur, il n'y a pas de mazout. Vous avez donné un tracteur, il n'y a pas... Voilà. Les tracteurs là, c'est là qui manipulent les tracteurs. Les engins lourds et tout ça. Des caristes. Ces gens-là devaient être formés. Oui. Il y a combien d'écoles qui forment des caristes? Nous sommes dans une ville portuaire. Maintenant, il y a actuellement un boom portuaire au Congo central parce que à Mwanda, on va construire. À Lonatra, à Port de Lonatra, déjà, il y a DPO, MCTC entre de faire. Il y a ICTC également avec MGT. Il y a le port également Sopeko qui est là. Combien de gens ont pensé qu'il y a des métiers, des métiers derrière en fait, je vais dire, cette chaîne logistique portière. Ouais. Il faudrait organiser également la logistique portuaire. Combien d'écoles forment ici la logistique portière? Combien de centres, des écoles qui forment sur les caristes? Les caristes, c'est là qui manipulent les conducteurs d'engins lourds, là. Ce sont des caristes. Combien d'écoles qui forment sur les le métier de mécanicien d'engins lourds? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On va importer la main-d'œuvre technique. Et je l'ai déjà vu. À l'époque, je vous ai dit, à ce moment-là, en tant que chef de programme, on accompagnait le centre de jeunes, des centres de formation professionnelle. C'était à Katouba, c'était à Katouba, à Lubumbashi, et c'était également à Kisangani, à Mangobo, c'était à Kinshasa, à Bandalungwa, et ici à Matadi, c'était au centre d'Mvouzi. Une fois, on est parti voir, accompagner les jeunes qui devaient faire ce qu'on appelle l'observation professionnelle, c'est-à-dire un stage d'observation. Nous les avons accompagnés pour être immergés socio-professionnellement dans les différentes entreprises. Qu'est-ce qui est arrivé? Ici, c'était au port de Matadi. Il y avait une portique qu'ils ont achetée. Mais il n'y avait aucun Congolais pour conduire, manipuler ces portiques-là. Wow. C'était quelqu'un qui est venu de la Malaisie. C'est vrai qu'il est africain aussi. J'étais sa nationalité, pour ne pas créer la polémique ici. J'étais sa nationalité. Il était venu de la Malaisie, disons que je dis, de la Malaisie. Et à partir de la Malaisie, il est venu pour manipuler justement ces portiques-là. Vous comprenez combien nous sommes en train de perdre. Et on ne construit pas, par exemple, les stades de Lumumba, on ne les construit pas tous les jours. On est en train de construire les stades de Lumumba. À l'époque, il y avait un contrat entre l'entreprise Zengwei et le gouvernement provincial pour construire, parce que Zengwei qui avait commencé. Et moi, connaissance là, je suis parti frapper à la porte de Zengwei. Je suis parti dire à monsieur, il est déjà parti, monsieur Aho, Chen Aho, je suis parti lui dire, non, vous ne pouvez pas construire les ports comme ça. Et disons, les stades comme ça, c'est un grand ouvrage quand même.
C'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on construit un stade dans une ville ou dans la province. Et comme ils sont venus avec une nouvelle technologie, donc il faudrait qu'ils soient associés également des Congolais, à des Congolais pour que les Congolais apprennent. Et non seulement, mais les techniques qu'ils utilisaient n'étaient pas maîtrisées par certains Congolais. Les Congolais étaient là pour des tétés et tout ça, des travaux, de tous travaux évidemment. On a signé une convention à l'époque, je l'ai dit, et j'ai commencé à inférer des jeunes là-bas pour qu'ils apprennent les techniques qu'ils sont en train d'utiliser pour construire les stades. Parce qu'après tout, ils vont partir. Hein? Oui. Nous allons rester. Et si jamais nous construisons encore un nouveau stade, on va encore importer la main-d'œuvre, des ouvriers. Il faut pas. On peut importer la main-d'œuvre, je vais dire intellectuelle, des cadres, je sais pas. C'est là qu'ils font le travail de conception. Oui. Ça pourrait se comprendre. Peut-être que vous n'avez pas l'expertise. Mais des ouvriers, importer des ouvriers, c'est une honte. Oui. Alors que nous avons plusieurs jeunes qui ne font pratiquement rien. Donc il faut les encadrer. Donc voilà, à peu près, je ne dis pas que j'ai balayé toutes les pistes, encore que celles-ci que j'ai balayées ne sont pas exhaustives. Donc, mais j'aime quand même cette expression. C'est pour remplir le verre. C'est vrai que le verre n'est pas encore plein, mais du moins il y a une partie, c'est à moitié plein. Merci. Voilà. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin, comme je venais de le dire, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Nous avions réussi pour vous, Monsieur Guilan Charles Mbukungoy. Il est enseignant et chercheur et expert en entrepreneuriat et gestion de projets et en insertion socio-professionnelle. Avec lui, nous avions parlé. Notre thématique était quid sur la réinsertion sociale des jeunes désœuvrés dans la province du Congo central. Merci à l'équipe technique Ronsard Condé. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au revoir.